Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter l'entièreté de ma pile à lire. Comme je vous le disais dans ma dernière vidéo, je l'ai accumulée dans une boîte, une caisse à vin en bois, et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous présenter tous les livres qui sont dedans, depuis quand ils sont là, et comme ça vous donnera un petit aperçu des lectures que je vais faire prochainement. Je tourne dans des conditions compliquées. Nous sommes le week-end de grande chaleur, je pense qu'il fait 30 degrés chez moi, et donc je ne peux pas survivre à cette vidéo sans avoir le ventilateur en face de moi, la fenêtre ouverte, il commence à pleuvoir. Peut-être que de l'air va rentrer, enfin je ne sais pas, mais voilà. Si j'ai l'air de me liquéfier sur place, ce n'est pas qu'une impression. Vraiment, il fait extrêmement chaud et je vous souhaite bon courage à vous également si vous êtes dans des mêmes conditions. Pour tout vous dire, je n'ai pas préparé cette vidéo. Je me suis dit que ça pouvait être chouette de changer par rapport aux précédentes, d'être un peu plus spontanée. Et donc, je vais simplement prendre les livres au fur et à mesure que je les vois dans ma caisse. Et puis voilà, je vous propose qu'on commence tout de suite parce que j'en ai 1, 2, 3, 4, 15 à peu près. Ça va, j'en ai... Ah non, 16. Je pense que j'en ai un peu moins que ce que je pensais. Ça me paraît quand même jouable. Un des premiers livres que je voulais vous montrer, lui m'intimide énormément. Il s'agit de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, ici chez Folio Classique. Je sais exactement de quand il date puisque, alors vous allez voir, ça peut paraître bizarre, mais je l'ai acheté à Shakespeare & Company à Paris, qui vend d'habitude des livres en anglais, mais là il se trouve que j'y étais passée, et c'était lors de l'un de mes premiers dates avec mon compagnon, et donc on était passé à cette librairie, et j'avais pris Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. On était à Paris, c'était chouette, on était devant Notre-Dame, donc il y avait peut-être quelque chose qui m'appelait vers ce livre, et je ne l'ai toujours pas lu depuis. Il est long, il me fait très très peur. Mes lectures de Victor Hugo datent du lycée et plutôt des livres assez courts, notamment Les derniers jours d'un condamné, ou 93, il me semble les deux, il me semble que ce sont les deux que j'avais lus, et Ruy Blas, je pense en terminale. Ruy Blas dont je n'avais pas gardé un souvenir incroyable. Ce que je vous propose pour chacun des livres, comme je ne les ai pas lus et comme je les ai parfois depuis longtemps, c'est de vous lire les quatrièmes de couverture. Il était là, grave, immobile, absorbé dans un regard et dans une pensée. Tout Paris était sous ses pieds, avec les 1000 flèches de ses édifices et son circulaire horizon de molles collines, avec son fleuve qui serpente sous ses ponts et son peuple qui ondule dans ses rues, avec le nuage de ses fumées, avec la chaîne montueuse de ses toits qui pressent Notre-Dame de ses mailles redoublées. Mais dans toute cette ville, l'archidiacre ne regardait qu'un point du pavé, la place du Parvis, dans toute cette foule, qu'une figure, la bohémienne. Il eût été difficile de dire de quelle nature était ce regard, et d'où venait la flamme qui en jaillissait. C'était un regard fixe, et pourtant plein de trouble et de tumulte. Et à l'immobilité profonde de tout son corps, à peine agité par intervalles d'un frisson machinal, comme un arbre au vent, à la roideur de ses coudes plus marbre que la rampe où il s'appuyait, à voir le sourire pétrifié qui contractait son visage, on eût dit qu'il n'y avait plus dans Claude Frollo que les yeux de vivant. Un livre qu'il me tarde de lire, je me suis mis un marque-page. À partir d'ici, ce sont que des notes. Voilà, ça me donnera peut-être l'impression que c'est moins long, et ça commence là. Ça reste un gros pavé, et j'avoue que j'ai un peu peur de me lancer. Donc si vous l'avez lu et que vous l'appréciez, n'hésitez pas à m'envoyer des encouragements ou de me rassurer dans les commentaires. Alors, ensuite, je prends l'autre livre qui me vient sous la main, Mortimer de Terry Pratchett. C'est le tome... C'est le combien? 5? 4 des Annales du Disque Monde. C'est le quatrième. Donc, Terry Pratchett, que j'avais découvert il y a quelques années, notamment avec De bons présages, que j'avais adoré. Et donc là, on est dans les Annales du Disque Monde, sa grande saga de fantasy humoristique, parodique, où on va suivre tout un tas de personnages à travers différents cycles. Donc on va avoir le cycle des sorcières, le cycle des mages. Ici, c'est le premier tome du cycle de la mort, puisque la mort est un personnage à part entière dans les Annales du Disque Monde. Les Annales du Disque Monde sont composées à peu près d'une quarantaine de livres. Vous pouvez les lire dans l'ordre que vous voulez. Seuls les deux premiers, donc
la 8e couleur et le 8e sortilège se suivent, mais sinon vous pouvez les lire dans l'ordre que vous voulez, et donc 3 ordres sont possibles. L'ordre un peu chaotique, c'est-à-dire vous en trouvez un, vous le lisez. L'ordre chronologique, simplement dans l'ordre de parution des livres, et l'ordre de cycle, c'est-à-dire vous commencez un cycle et vous allez jusqu'à la fin du cycle. Il y a plein de ressources sur internet, même tout bêtement sur Wikipédia, où vous pouvez trouver les cycles et voilà l'ordre dans lequel les livres sont parus. Pour ma part, je m'en tiens simplement à l'ordre de parution. Je suis simplement mon compagnon qui s'est lancé dans la lecture des Annales du Disque Monde, et c'est lui qui se les achète et qui les prend et qui les lit, qui en a lu déjà un peu plus que moi, puisque j'attends qu'il les lise et je les lis ensuite. Je me fais une joie de le lire, il a corné plein de pages, donc je pense qu'il a beaucoup aimé, et il y a plein de moments où il me lisait des passages parce qu'il appréciait beaucoup, donc j'ai très hâte. Et comme pour Notre-Dame de Paris, je vais vous lire la 4e de couverture. Mortimer court à travers champs, agitant les bras et criant comme une truie qu'on égorge. Et non, même les oiseaux n'y croient pas. Il a du cœur, fait son père, adossé contre un muret. Dame, c'est le reste qui lui manque, répond l'oncle à mèche. Mais à la foire à l'embauche, la mort le remarque et l'emporte sur son cheval bigadin. Il faut la comprendre, elle a décidé de faire la vie. Avec un bon commis, elle pourrait partager le travail quotidien, ce qui lui laisserait des loisirs. Un grand destin attend donc Mortimer, mais est-ce bien raisonnable? Donc Mortimer va devenir le stagiaire ou l'apprenti de la mort. Et je me fais une joie de le lire. Je trouve que Terry Pratchett écrit extrêmement bien, et la traduction est fabuleuse. Il y a plein de moments où je me retrouve à sourire, à rire en lisant le texte, et plein de choses sont dénoncées à travers les mots de Terry Pratchett, plein de choses sur notre société actuelle, et donc malgré ces airs de fantaisie, en fait, ça parle beaucoup de notre monde, et c'est ça que j'aime vraiment beaucoup avec Terry Pratchett. C'est plein de livres très courts, donc si vous aimez un petit peu ce qui est drôle, mais que vous aimez quand même les univers de fantasy, ça peut vous plaire. Honnêtement, les premiers, donc la 8e couleur et le 8e sortilège, je trouve ne sont pas assez meilleurs. Bon, j'en ai lu que 3, mais la 8e fille était beaucoup mieux, je trouve. Et ceux-ci apparemment sont quand même plus aboutis et ressemblent plus à un récit comment dire, qui a du sens, parce que je trouvais que la 8e couleur partait dans tous les sens, mais j'avais quand même bien aimé. Ensuite, dans ma pile à lire, j'ai le tome 3, 2, je sais pas où est le tome 3. Le tome 3 doit être rangé, parce que c'est le tome 2 qu'il faut que je lise d'abord. Comment ça s'appelle déjà? Le problème à 3 corps, voilà. La saga Le problème à 3 corps de Liu Cixin, oh, je le prononce sûrement très mal. Un roman donc de science-fiction chinoise. J'avais lu Le problème à 3 corps l'année dernière, j'avais beaucoup aimé. Le temps passe et j'ai peur de devoir le relire. Ce qui m'embêterait beaucoup, c'est un énorme pavé, ou alors j'essaierai de trouver un résumé, même si j'en ai un souvenir très vif. Et je pense pas qu'il y ait besoin d'avoir tout en tête pour lire celui-ci. J'avais beaucoup aimé, c'était assez ardu, hard SF avec beaucoup de choses, comment dire, scientifiques, mais moi ça me plaisait beaucoup. J'ai appris des trucs en physique que je ne connaissais pas, donc ça c'était chouette. Ça m'a même donné envie d'aller voir des vidéos YouTube pour en apprendre plus sur la composition de l'univers, ce genre de choses. Je n'ai pas vu la série Netflix qui en a été faite, mais ça me tente pas forcément, je suis pas sûre de la voir. Ce que j'ai juste fait, c'est qu'à l'occasion de la série Netflix, ils ont sorti de nouvelles éditions que je n'aime pas vraiment, parce que je trouve que bon, c'est juste la même image mais avec des couleurs différentes, et je trouvais les anciennes éditions vraiment très belles, donc je m'étais pris le tome 2 et 3, chose que je ne fais jamais. C'est très rare que je prenne une saga entière avant d'avoir... j'avance tome par tome en fait, mais là vraiment j'avais pas envie de ces couvertures. Je trouve que les couleurs sont belles, mais c'était très bien ce genre de couverture, donc voilà. Je suis pas sûre de le lire cette année, c'est vraiment énorme. Il fait quelque chose comme 700 pages, mais c'est écrit absolument minuscule. Mais voilà, j'en avais eu un super souvenir, et surtout les avis sont extrêmement bons sur ces tomes suivants, même des personnes qui étaient moins emballées par le premier, qui étaient emballées par la suite. J'espère juste me faire un résumé bien complet du premier tome avant de me lancer dans La Forêt Sombre. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que sinon on va vraiment passer 45 minutes sur cette vidéo. Peut-être que ça ne vous dérange pas. Voilà, n'hésitez pas, je sais pas trop si vous préférez des vidéos courtes d'une dizaine de minutes, ou alors si je peux faire des vidéos de 30-40 minutes sans me tracasser. Ah, je vais en prendre un que j'aimerais lire cet été. Ça serait chouette. Vous voyez un peu
août, septembre, cette période-là où il fait chaud, on est chez soi, mais je sais pas, il y a un truc un peu, un orage d'été, voilà, c'est ça que j'attends pour pouvoir lire ce livre. Il s'agit de La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielewski, et c'est ici chez Monsieur Toussaint Louverture. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils étaient en train de préparer une nouvelle édition. Bon, moi celle-ci, je l'aime bien. Ça c'est pareil, c'est mon compagnon qui l'a acheté, mais il ne l'a pas encore lu. Et bon, celui-ci, je ne vais pas attendre qu'il l'ait lu pour le lire. Mais moi, j'ai l'habitude de lire dans les transports en commun. Je lis beaucoup dans le bus pour aller au travail. J'ai pas mal de temps pour aller à mon travail. Et le problème, c'est que c'est quand même une très belle édition. C'est un grand format, il est lourd. Et je n'avais pas envie de le lire à ce moment-là. Donc, j'ai des congés cet été. J'ai 3 semaines entre juillet et août. Et donc, je me dis que ça peut être un beau défi de me lancer pendant ces 3 semaines dans la lecture de ce livre. Il y a plein de personnes qui vous ont parlé sur internet de ce titre très particulier, hein. Je ne sais pas si vous voyez graphiquement. C'est un livre ovni, clairement, un livre des livres dans des livres. On est sur un homme qui emménage dans une maison. Cette maison, il se trouve qu'elle semble être plus petite de l'extérieur. Enfin bref, il découvre une sorte de pièce. Quand il mesure le périmètre de sa maison à l'intérieur, c'est plus grand que quand il mesure à l'extérieur. Donc il y a tout un truc étrange avec une nouvelle pièce. Et il va y avoir un rapport fait sur ce témoignage, puis une recherche académique. Je pense que le récit principal, c'est la recherche académique, et ainsi de suite. Ensuite, ça va dans le particulier. J'ai une collègue qui a adoré, vraiment, vraiment adoré, et elle m'a... ça m'a remotivée à le lire. Elle en parlait vraiment bien, comme quelque chose qui lui avait fait, alors pas peur, mais qu'elle comprenait pourquoi ça pouvait faire peur. Et bon, voilà, ça m'a donné envie de le lire. Je suis très curieuse, je pense qu'il va falloir du temps pour le lire, et donc profiter de ces 3 semaines-là, ce serait chouette. Peut-être que j'en ferai un vlog, pourquoi pas, comme j'avais fait pour Vernis, pour les livres un petit peu particuliers. Je trouve que ça peut être très chouette. Un autre pavé que j'ai, et que là j'aimerais plus lire cet automne-hiver. J'avais déjà commencé, mais je m'étais arrêtée parce que c'était extrêmement long et j'avais pas du tout avancé. Je pense que celui-ci, je vais devoir le prendre sur ma liseuse et le lire en parallèle quand je vais au travail et quand je suis à la maison. Donc il s'agit de Jonathan Strange and Mr. Norrell de Susanna Clarke. Susanna Clarke, moi j'avais adoré Pierre Anaïs, notamment d'elle, un énorme livre que j'avais trouvé ici d'occasion. Et je m'en étais arrêtée ici, exactement là. Donc j'avais quand même lu un bon quart, je pense. J'avais lu 256 pages, je l'ai tout annoté. Il y a plein de petites notes que j'ai laissées dans les marges, par exemple ici. À mon avis, je vais devoir le reprendre. D'ailleurs, j'ai marqué: cette scène me fait penser à la salle de bal dans La mer sans étoiles. Trop bien. J'ai hâte de m'y replonger. Je le vois très très bien pour l'automne-hiver. Maintenant, il va falloir que je trouve une manière de le lire en même temps que d'aller au travail. Et donc, je pense que le lire comme ça et en parallèle sur le liseuse, ça peut être une bonne chose. 1806, dans une Angleterre usée par les guerres napoléoniennes, un magicien à la mode ancienne, un certain Mr. Norrell, offre ses services pour empêcher l'avance de la flotte française. En quelques jours, il redonne l'avantage aux Anglais. Norrell devient la coqueluche du pays. Voguant sur sa gloire, il fait la connaissance d'un jeune et brillant magicien qu'il prend sous son aile, Jonathan Strange. Ensemble, les deux hommes vont éblouir l'Angleterre par leur prouesse, jusqu'à ce que l'audacieux Strange, attiré par les aspects les plus sombres de la magie, provoque la colère de Mr. Norrell. L'association tourne à la rivalité, causant bientôt des ravages insoupçonnables. Entre le roman fantastique et roman d'aventure, le féerique et le romantique, Jonathan Strange et Mr. Norrell, paru en 2004 en Angleterre, a connu un immense succès public et critique. Sur un tout autre registre, j'ai également pris Résister de Salomé Saké, ici chez Payot. Je l'ai pris où? À la Foire du Livre? Je sais plus, à la Foire du Livre de Bruxelles peut-être. Non, mais il n'a pas de... Je ne sais plus où est-ce que je me le suis pris. Bref, c'est pas très important. J'ai un petit marque-page avec de la librairie Flagey. Ah bah je l'ai pris à la librairie Flagey. Voilà, tout simplement. Librairie Flagey, qui est une très chouette librairie sur la place Flagey à Bruxelles. Voilà, ils ont une très très belle sélection. Et ça, c'était un de leurs marque-pages. Marque-page qui est illustré par Brett Evans, un auteur illustrateur de BD flamand. Voilà, où il a repris la place Flagey en
en illustration. Résister, le livre de Salomé Saké, énorme best-seller, où elle va revenir sur des mécanismes de résistance face à l'extrême droite, et je ne l'ai pas encore lu. En fait, j'avais peur à la base de, comment dire, bon, je suis déjà assez convaincue du propos, et donc j'avais peur de ne pas m'y retrouver, mais en fait à chaque fois que j'ouvrais le livre, je trouvais que c'était très chouette et ça me donnait envie d'en savoir plus. Donc je vous lis la 4e de couverture. L'extrême droite est aux portes du pouvoir. Dans les urnes comme dans les esprits, ses thèmes, son narratif et son vocabulaire s'imposent. Il est encore temps d'inverser cette tendance à condition de comprendre les rouages de cette progression et de réagir rapidement. C'est tout court, voilà, je me dis que c'est important de le lire. La semaine dernière, j'ai trouvé en brocante le tome 17 de Calvin et Hobbes, La flemme du dimanche soir. Moi, je lisais dans une autre édition, j'ai les 2 premières intégrales. J'ai hésité parce que je me disais, est-ce que je continue la collection comme ça? Mais honnêtement, je pense que la dame me l'a vendu 1 euro, 2 euros, je sais plus. Donc, c'est pas une grosse ruine. Il est tout en couleur, en plus. Donc, je me suis dit que ça pouvait être chouette à découvrir. J'adore Calvin et Hobbes. C'est vraiment une de mes BD préférées. C'est l'histoire d'un petit garçon et de sa peluche tigre Hobbes qui prend vie dans toutes leurs péripéties. C'est très amusant, il a beaucoup d'imagination, il est très facétieux comme ça, moi je l'aime beaucoup. Petit garçon qui est fils unique et qui ne s'ennuie pas, hein. Il a vraiment plein de cordes à son arc pour se divertir et voilà, vivre avec ses parents. En tout cas, c'est très chouette à lire et à voir. Alors, dans ma pile à lire que j'ai depuis très longtemps, que pareil, j'avais commencé à lire, je m'étais arrêtée à la page 30, c'était un peu plus ardu et je voulais vraiment prendre le temps d'avoir la concentration nécessaire pour le lire. C'est Le mythe de Sisyphe d'Albert Camus. Depuis quand je l'ai? Il n'y a pas la date. J'ai une étiquette derrière, mais je ne me rappelle pas. Ah, 2020. J'avais mis 2020. Je mets souvent mon prénom et la date quand je commence à le lire. J'avais aussi annoté pas mal de choses. Donc le mythe de Sisyphe, il me semble que c'est un des livres qui fait partie de sa trilogie sur l'absurde, je pense, avec... est-ce que c'est la trilogie où il y a l'étranger? Je ne sais plus. Mais bon, bref, en gros, Albert Camus a fait un roman, une pièce de théâtre et un essai philosophique sur le thème de l'absurde. Celui-ci, il me semble, en fait partie, le mythe de Sisyphe. Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Avec cette formule foudroyante, qui semble rayer d'un trait toute la philosophie, un jeune homme de moins de 30 ans commence son analyse de la sensibilité absurde. Il décrit le mal de l'esprit, dont souffre l'époque actuelle, l'absurde né de la confrontation de l'appel humain avec le silence déraisonnable du monde. Je pense qu'il va falloir quand même un peu de temps et de concentration pour le lire, peut-être même de recherche annexe pour pouvoir augmenter ma compréhension du texte. Ah non, je t'ai allée un peu plus loin, je vois qu'il y a encore des notes, page 50, 56. Voilà, je me suis arrêtée, je pense, au premier tiers et ça ne me fera pas de mal de le relire. Je suis très très curieuse de le découvrir. 2 cadeaux que l'on m'a offert. Le premier, c'est marrant, c'est dans la même maison d'édition de chez Point. Le premier, c'est Le goût de l'archive d'Arlette Farge. C'est mon amie d'internet Odile qui regardera sûrement cette vidéo et que j'embrasse et que je remercie pour ce cadeau. Le goût de l'archive, un livre qu'elle a beaucoup aimé. C'est un tout petit livre, ça a l'air de se lire super bien. J'ai hâte de le lire, j'ai pas encore eu l'occasion. Je vous lis la 4e de couverture. Ce livre qui puise son information dans les manuscrits du XVIIIe siècle raconte le métier d'une historienne habitée par la passion des archives. Évidente autant qu'énigmatique, on peut tout faire dire aux archives, tout est le contraire, puisqu'elles parlent du réel sans jamais le décrire. Le travail d'historien s'impose donc ici avec toute sa rigueur. Dans ce livre, salué par les historiens comme un ouvrage classique, Arlette Farge propose une réflexion sur l'écriture de l'histoire à partir des mots retrouvés dans les archives de police. De manière personnelle et ironique, elle invite le lecteur à la suivre dans son plaisir d'aller aux archives. Donc Arlette Farge, elle est directrice de recherche au CNRS et elle a publié plusieurs livres, La librairie du XXIe siècle, Dire et mal dire, L'opinion publique du XVIIIe siècle. Ça a l'air très intéressant, si vous aimez cette période et que vous aimez les thématiques, ça pourrait peut-être vous plaire. Autre livre tout petit, alors là c'est pas du tout mon genre de lecture habituel, donc je sais pas ce que ça va donner. C'est pareil, ça a l'air assez court donc ça se lit bien. Un cadeau d'une collègue qui l'avait beaucoup aimé et qui m'a dit que ça pourrait peut-être me plaire. On est sur un livre historique, je pense. Ce que je veux, moi, c'est porter le prénom que j'ai reçu à la naissance, sans le cacher, sans le maquiller, sans le modifier, sans en avoir peur.
Elle est née Paulina en France, elle devient Pauline. Paulina en URSS, Pauline à Saint-Étienne, elle se dédouble. D'un côté la Russie de l'enfance, celle de la datcha, de l'appartement communautaire où les générations se mélangent, celle des grands-parents inoubliables et de Tiotia, Nina. De l'autre, la France, celle de la maternelle tchique, des mots qu'il faut conquérir et des minicums, il lui faudra tenir sa langue sans trahir ni oublier. Née à Moscou, Paulina Panasenko est auteure, traductrice et comédienne. En 2015, elle a publié Paulina Grigorievna, une enquête parue aux éditions Objet Livre. Je pense que c'est une autobiographie, hein, d'une certaine manière. Je pense que c'est pas dit clairement comme une autobiographie, mais en tout cas c'est une fiction qui parle d'elle, j'imagine. Et en plus, elle parle tout à la première personne. Donc on est sur quelque chose d'autobiographique. Et voilà, je me dis que ça peut être très intéressant. J'aime beaucoup la couverture. Je redécouvre un livre que j'avais pris mais que j'ai toujours pas lu, peut-être qu'il serait le moment de le lire. Comment vivre dans un monde en guerre, de Vincent Crouzet chez Alt. C'est une petite maison, enfin c'est pas une petite maison d'édition, c'est une petite collection de livres tout court, plutôt pour à partir de 15 ans, avec plein de sujets. Moi j'avais lu Jouir de la lecture de Clémentine Beauvais et celui sur la laïcité. J'avais préféré celui sur la lecture notamment. Et voilà, je trouvais que celui-ci, l'époque s'y prêtait bien et c'est quelque chose qui me trouble beaucoup. C'est tout court. Voilà, ça ressemble à ça. Ça va se lire vite, j'avais oublié. Je vais me le mettre de côté pour le lire prochainement. On arrive bientôt à la fin. Il me reste 4 livres à vous présenter et un magazine. Après toi, Les Ténèbres de Gus Moreno, chez La Talente. Alors ce livre, je l'ai découvert chez Cornelius. C'était un de ses coups de cœur de l'année dernière, il me semble. La couverture est assez hypnotisante. C'est l'histoire d'un deuil. Ça me fait assez peur. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que je suis allée le prendre à la Foire du Livre de Bruxelles et que l'éditeur tenait le stand et m'en a lu un passage qui était extrêmement touchant, extrêmement beau et ça m'avait vraiment donné envie de le lire. Après ta mort, je voyais tes traits sur toutes les femmes. Je les prenais pour toi si je me retournais trop vite ou si je balayais une pièce du regard. Pas parce qu'elles te ressemblaient, elles étaient toi. La vie de Thiago ne sera jamais la même après la mort de sa femme. Pourtant, il n'a de cesse de lui parler, faisant de nous les spectateurs indiscrets de ce dialogue qui mélange le passé avec Vera et le présent sans Vera. Quoique la frontière entre les deux semble fragile. Une solution s'impose pour ne pas sombrer, quitter Chicago. Loin des circonstances de la mort de Vera, de sa belle-mère aussi effondrée que lui, de son appartement plein de signes d'existence de l'absente, c'est au milieu des bois qu'il cherche à apaiser sa colère, sa rage, sa tristesse. Mais au-delà de la disparition de l'être aimé, quelque chose le hante inexorablement, et il ose enfin affronter ce qui le tourmente, une histoire familiale sombre et maudite. Gus Moreno nous enchaîne à Thiago, à l'intimité de son deuil, à son isolement. Rares sont les livres d'horreur qui parlent si bien d'amour. Je crois qu'il y a une scène assez effrayante avec un chien dedans, et je vois qu'il y a un chien sur la couverture. On verra. Je sais pas à quoi m'attendre. Je lis jamais de livres d'horreur. Écoutez, un livre de science-fiction, Des milliards de tapis de cheveux d'Andreas S. Bach chez toujours La Talent, ici dans leur nouvelle collection Neptune, qui sont des poches de leurs titres avec un effet métallisé que j'aime plutôt bien. Et apparemment, ça c'est vraiment une très très chouette lecture. J'en avais entendu parler sur la chaîne de Margorito. Il me semble que c'était une de ses meilleures lectures de l'année dernière. Le sujet, c'est pas que ça me dégoûte un peu, mais on peut craindre, et je vais vous lire la 4e de couverture, vous allez voir pourquoi. Déjà cette idée de tapis de cheveux, moi ça m'emballe pas des masses. Nœud après nœud, jour après jour, toute une vie durant, ses mains répétaient les mêmes gestes, nouant et renouant sans cesse les fins cheveux, comme son père et le père de son père l'avaient fait avant lui. N'est-ce pas étrange qu'un monde entier s'adonne ainsi au tissage de tapis de cheveux? L'objet en est, dit-on, d'orner le palais des étoiles, la demeure de l'empereur. Mais qu'en est-il de l'empereur lui-même? N'entend-on pas qu'il aurait abdiqué, qu'il serait mort, abattu par des rebelles? Comment cela serait-il possible? Le soleil brillerait-il sans lui? Les étoiles brilleraient-elles encore au firmament? L'empereur, les rebelles, des milliards de tapis de cheveux, il est long le chemin qui mène à la vérité, de la cité de Yaanocha au palais des étoiles, et jusqu'au palais des larmes sur un monde oublié. Je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. Voilà, je n'ai que ça comme information.
Je suis très curieuse. Ça a l'air d'être un classique apparemment de la SF et ça a l'air très très chouette. Un tome 3 que je me réjouis de lire, que je veux lire à tout prix avant la fin de l'année pour terminer cette saga, bien qu'elle ne soit pas terminée parce qu'il manque le tome 4, c'est le tome 3 du Tombeau scellé, Nona la Neuvienne de Tamsyn Muir aux éditions Actes Sud. Ici je l'ai donc en grand format et le poche sort en octobre. C'est chouette, là ça a l'air d'être écrit bien gros, ça va se lire vite par rapport aux autres parce que vraiment, bien qu'il fasse quand même 500 pages, Gideon la 9e c'était 800 pages dans cette maison d'édition, enfin, c'était la version poche de chez Actes Sud, tout petit, et là ça a l'air de se lire plus vite. Évidemment je ne peux pas vous lire la 4e de couverture de Nona la 9e, ce serait vous spoil les deux précédents. Tiens, je viens de voir des détails sur la couverture, genre elle a un hamburger qui marche sur son t-shirt. Incroyable. Gideon la 9e, c'est un mélange entre de la science-fiction, de la fantasy, c'est très étrange. Ça m'a fait penser à Hunger Games. On est sur des nécromanciennes qui se battent pour l'empereur. Voilà, c'est flou, c'est dark fantasy. Si ce genre de vibe vous plaît, foncez, vous allez adorer. Si jamais j'en parle beaucoup plus dans mes meilleures lectures de l'année, dans ma vidéo ce que j'ai lu depuis pendant mon absence sur YouTube, et j'en parle assez longuement je pense. Je me fais une joie de lire ce livre, j'espère le lire très prochainement. Comme tout cela en fait, c'est le problème de la pile à lire. Et enfin, là une bande dessinée. Ah, il me manque un livre. Je vais aller le chercher juste après. Le Château des Étoiles, le tome 7, Planète des Brumes de Alex Alice, ici chez Rue de Sèvres. C'est une saga que j'aime beaucoup. C'est rare que je me lise et que je m'accroche à des sagas de bande dessinée, des séries de bande dessinée, parce que c'est pas ce que je lis le plus. Généralement, je suis plutôt sur des one-shots, type roman graphique plus épais, etc. Oh, regardez comme c'est beau. D'ailleurs, je sais pas si vous le voyez, mais une des illustrations là-haut, sur mon mur, vient du Château des Étoiles. Peut-être que vous le voyez pas. C'est pas très grave. L'histoire, à la base, c'est Séraphin qui a une maman qui était passionnée par l'éther, qui va rechercher cet élément avec sa montgolfière et qui va voilà, monter dans les airs et on va perdre sa trace. Et donc, un jour, un Allemand va retrouver son journal et va envoyer un message en disant « J'ai retrouvé le journal de votre femme, votre mère, venez le récupérer au château en Allemagne, en Bavière ». Voilà, c'est magnifique dans les décors, etc. Je pense que ça reste assez classique dans les relations entre les personnages et les représentations des personnages. On a voilà, le groupe de deux garçons ou une fille, ça c'est assez classique, mais par contre dans l'univers graphique et dans le scénario, moi j'aime vraiment bien et je trouve ça très chouette. Et donc j'avais relu exprès toute la saga quand j'ai acheté le tome 7 au mois de janvier, pendant mes vacances de Noël, et donc il faut que je lise la suite parce que sinon je vais encore tout oublier. Mais je vois qu'il y a un résumé des épisodes précédents. Et donc voilà, je me dis que je ne serai pas perdue. Et surtout, ça fonctionne par cycle. Donc là, par exemple, les bleus, c'est le cycle 1, cycle 2, cycle 3. Donc ça fonctionne par double BD. Et donc là, c'est un nouveau cycle. Donc c'est pas très grave si je me souviens pas de tout. Alors, le dernier livre illustré dont je voulais vous parler, c'est The Electric State de Simon Stahlenhag, qui est notamment à l'origine de Tales from the Loop. Et je pense que celui-ci sort en série, est sorti en série. Regardez cette esthétique incroyable. Ici, nous sommes sur des artbooks narratifs, finalement un peu comme Vermis. Bah, c'est pas pareil, c'est pas tout à fait pareil, mais on pourrait les mettre dans le même genre, c'est-à-dire des livres graphiques qui racontent une histoire, mais ce ne sont pas des BD, enfin, c'est un peu particulier. Ici, on est sur un univers... Oh, je suis archi fan. Un univers très particulier hein, où la technologie a une grande place. Oh, il y a des choses un peu flippantes. Mais j'adore. Ça, c'est pareil. J'aimerais le lire quand je suis chez moi. Je peux pas le lire à l'extérieur. Ce serait tout l'abîmer. Je vous lis la 4e de couverture. En 1997, une ado fugueuse et son robot jaune traversent une étrange version des États-Unis en direction de l'Ouest. Les cadavres de gigantesques drones militaires jonchent le paysage, entassés avec les rebuts d'une société consumériste high-tech sur le déclin. Tandis que leur voiture approche de la côte, le monde se délite de plus en plus vite derrière les vitres, comme si quelque part, par-delà l'horizon, le cœur de la civilisation tout entière avait fini par s'effondrer. Simon Stahlenhag est l'auteur, designer et dessinateur de renommée internationale de Tales from the Loop et de Things from the Flood.
Ses images et ses récits débordant d'imagination et représentant d'illusoires phénomènes de science-fiction dans des paysages scandinaves ordinaires et hyper réalistes ont fait de lui l'un des raconteurs visuels, c'est un joli mot ça, raconteur visuel, les plus recherchés du monde entier. Dans Electric State, c'est sur l'Amérique que Stalin Hag porte son regard particulier. Il en a 4. Il a sorti 4 livres. Les 4 sont chez Achilleos. Moi j'en ai 2. Celui-ci et Tales from the Loop. Et mon objectif c'est de compléter ma collection. Là il y a vraiment l'idée de collection avec ce genre de beaux livres. C'est assez onéreux. Ici on est sur 35 €. Mais voilà, le livre est relié. Et c'est un vrai beau livre artbook illustré, avec des illustrations et des pages magnifiques. Donc c'est souvent la gamme de prix. Et alors, le dernier qui me reste est un magazine, c'est le 1 des arts, Miyazaki, un mythe au présent. J'aime vraiment bien cette collection. J'ai ici celui de Dune, alors qui est très mal rangé, parce que l'affiche, j'ai dû la désaccrocher parce qu'elle se déchirait. Voilà, j'ai celui de Dune. Dune, je l'ai lu, hein, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et là, j'ai celui de Miyazaki. C'est à chaque fois une collection, donc le 1 des arts, où à l'arrière, vous avez un grand poster, mais vraiment énorme, hein, c'est du A0, c'est du 84 par 124 cm. Je sais pas si c'est du A0 exactement, mais en tout cas c'est immense. Et je sais pas si vous connaissez cette maison d'édition. En gros, ils sortent le 1 hebdo. Le 1 hebdo, c'est toutes les semaines un sujet politique, en tout cas de l'actualité, qu'ils vont traiter dans leur magazine. J'ai essayé de les lire, mais moi j'arrive pas à tenir le rythme d'une semaine, donc je vais plutôt sur des sujets. Ils ont aussi le 1 des libraires et le 1 des arts. Et en gros, vous avez comme ça, vous ouvrez, vous avez des articles, et puis ensuite vous continuez d'ouvrir, comme ceci. Et puis ensuite vous pouvez encore ouvrir en deux, avec un dossier. Je ne le connais pas, hein, je vous le montre. Et ensuite, quand vous ouvrez encore une fois, je vais pas le faire parce que j'ai pas le... Vous avez... Si je le fais quand même, vous allez rien voir. Vous avez... Là, c'est l'affiche japonaise de Totoro. Mais bon, bref, ça sert à rien que je l'ouvre. C'est quelque chose que j'aime bien. J'ai hâte de le lire. Je pense que j'ai déjà lu les premiers articles qui sont les plus faciles à ouvrir. Ça fonctionne bien. C'est une collection que j'aime bien. Ils ont fait ça aussi sur Le Seigneur des Anneaux, sur voilà, tout un tas d'œuvres. Et je trouve ça très chouette à lire. Voilà pour ma pile à lire. Évidemment, je vous ai montré que les livres que j'ai moi ici, j'ai pas pris les livres de la bibliothèque parce qu'alors ça, il y en a plein. Je me dis que ça fait un bon tas pour la fin de l'année. Je lirai pas tout hein, d'ici la fin de l'année, mais j'aimerais au moins lire Nona la 9e. La forêt sombre, ce serait chouette. Je vous montre un Mortimer. Je pense que si je devais faire un top 6... Ah, c'est lourd. Alors, Mortimer, La forêt sombre, Nona la 9e, comme ça je finis une saga. Après toi les ténèbres, j'ai très envie de le lire. Jonathan Strange, mais ça on verra, c'est pas très grave sinon. Et sinon parmi tous mes pavés, La Maison des Feuilles. Vraiment ça, cette année, j'aimerais beaucoup. Voilà, les autres, les plus petits livres, ça se case plus facilement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai pas trop parlé de mon rapport à la pile à lire parce que je l'ai fait dans la vidéo précédente et que cette vidéo est déjà assez longue. Mais grosso modo, j'essaye de mesurer ma consommation. C'est pas propre au livre, c'est dans ma manière de consommer en général. Donc voilà, je me restreins pas, j'ai pas d'avis sur les gens qui ont des piles à lire de 200 bouquins. Je peux comprendre ceux qui n'en veulent pas. Enfin, vraiment, j'imagine que chacun et chacune fait comme bon lui semble. Enfin voilà, vous êtes adulte et vacciné, donc vous êtes capable de savoir ce qu'est le mieux. Si vous avez envie d'acheter des livres, faites-vous plaisir. Moi je sais que d'en avoir trop ça me donne un peu des angoisses, mais là je trouve que ça va, tant que ça rentre dans ma boîte, c'est parfait. Et j'aime bien les avoir séparés de ma bibliothèque pour en avoir conscience, parce que sinon je les oublie et je pense que je les ai lus et tout ça, donc les avoir de côté, c'est quelque chose que j'aime bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, merci beaucoup de l'avoir regardée. Je pense qu'elle a été bien plus longue que prévu, mais bon, difficile en même temps avec 15 livres à vous présenter. Si je veux les présenter un petit peu correctement, ou en tout cas minimum syndical, je peux pas passer 30 secondes sur chaque, ce serait dommage. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, je vous dis à la prochaine. Je sais pas encore ce dont on va parler dans la prochaine, j'ai quelques idées, mais je vais pas l'annoncer tout de suite. J'aime bien vous annoncer les vidéos suivantes, mais là je vais attendre un petit peu de pouvoir vous la préparer. Prenez soin de vous, faites de bonnes lectures et à bientôt. Bye bye!